Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 octobre. Il est 18h passé de quelques petites minutes et le Café Presse Politique revient au direct. On avait fait une dérogation mardi passé pour traiter de l'actualité de la semaine. Nous sommes à nouveau réunis, cette fois-ci en petit comité. La commémoration de 5 octobre a peut-être fait peur à je ne sais pas si c'est l'ordre du jour, si ce n'est pas les sanctions de Trump, mais en tous les cas, on est en petit comité et ça se passera très bien pendant ces 50 minutes que nous allons consacrer à feuilleter l'actualité nationale et internationale. Amar Ingrashin, bonjour. Bonjour. Merci d'être resté, c'était pas gagné d'avance. Merci. Voilà. Alors, une revenante, Daïcha dit bonjour. Bonjour. Bon séjour aux États-Unis. Bah oui, c'est important, ça donne du peps et ça se voit. Saïd Jafar, bonjour. Bonjour. On va arrêter avec la séquence de retour d'où. La semaine dernière, c'était retour de Ndefla dans le cadre de Beni Maouch. J'étais à Beni Maouch pour la fête de la FIC. Pour la fête de la FIC, oui. Mais paraît que la saison n'a pas été très bonne. Amis auditeurs, bonjour, toujours très content de vous retrouver donc pour ce nouveau numéro du Café Presse Politique. Nous allons, comme d'habitude, commencer avec l'image de la semaine, le fait, un acte qui vous a marqué depuis mercredi dernier. Amar ? En fait, il y a un mal typiquement algérien, en tout cas ces derniers temps, qui est que des partis politiques dits démocratiques se comportent d'une façon scandaleusement antidémocratique, stalinienne. Ils oppriment leurs militants, ils les persécutent carrément, et on continue à les qualifier de partis démocratiques et on se tait. Ça, c'est un sujet de CPP, c'est pas le fait de la semaine. Mais il y a un cas précis que ça m'a scandalisé. En fait, quand le pouvoir opprime un militant, c'est tout le monde qui remue ciel et terre. Quand c'est un parti politique, qui plus est de la mouvance démocratique qui opprime un militant, personne n'en parle. Et là, le cas actuellement, c'est la grande militante du FFS, ex-conseillère de Hossein Aït Ahmed, et députée FFS actuellement, Salima Rzali, qui a été convoquée par la commission d'éthique ou je ne sais pas quoi du parti, de discipline du parti, pour avoir écrit un article. Mais si ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, je ne sais pas ce que c'est. Salima Rzali, à qui je propose en direct de rejoindre le Café Politique. Elle est aussi considérée comme journaliste. Elle pourrait nous aider à débriefer l'actualité. Elle est députée, cela dit au passage. Mais bon, il n'est pas dit dans la charte du CPP qu'il faut être que journaliste pour participer au CPP. Elle a dirigé Libre Algérie, donc oui, elle est journaliste. Donc, ça m'a choqué, sincèrement. Le FFS n'a pas le droit de se comporter de cette manière envers ses militants. C'est le cas aussi du RCD qui a exclu beaucoup de partis et qui porte le mot démocratie dans sa dénomination. Ça, c'est pas sérieux. Il faut arrêter avec ça. Ça doit être un scandale pour tous les intellectuels du pays. C'est bien noté. Le message est bien passé. Daïcha Dridi. Chouki Ammari et le retour. Un nouveau roman, ça s'appelle Balak, ça vient d'être annoncé par les éditions Balzac. Je suis très contente, moi je suis... Balak. On a quelque chose de commun. J'ai beaucoup aimé l'âne mort, donc voilà, pour moi c'est l'image de la semaine. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire quel est son auteur algérien préféré? Si je disais que c'était Chouki Ammari, est-ce que ça fâcherait certains de nos amis? Chouki Ammari, effectivement. Pour moi, oui. Ouais. Saïd? Écoute, on nous a beaucoup reproché, à mon avis, à juste titre, d'avoir oublié de parler de Hirak de Ouargla, parce que c'est un vrai mouvement.
Et comme c'est à la veille d'octobre, il est temps de rappeler que c'est un mouvement lourd qui est en train de se passer dans le Sud. Et ils vont programmer pour le 3 novembre une grande manifestation. Et donc, on gagnerait à s'y intéresser beaucoup. Voilà. Alors, j'ajouterai pour ma part que nous avons perdu cette semaine notre confrère Youssef Battash. Ouais. C'était un vrai choc vendredi dernier. C'est un événement qui nous a fait énormément mal. Et 53 ans, journaliste au long cours au Soir d'Algérie, Youssef Battash, un confrère extrêmement convivial, extrêmement consciencieux, qui a une longue carrière de journaliste professionnel derrière lui. C'était une très très mauvaise nouvelle. Et on a appris qu'en fait, il travaillait sur un texte pour interpeller les ministères du Travail pour faire en sorte que le journalisme soit considéré comme un travail à haute pénibilité et soit classé pour cela. Parce qu'il y a de plus en plus, entre autres, d'ailleurs on le constate, de morts subites dans le milieu de la presse. On ne peut que être solidaire avec les journalistes qui ont décidé de reprendre son combat et de le porter publiquement. Et il est prévu une manifestation publique pour interpeller le gouvernement sur la pénibilité du métier de journaliste. Je confirme, c'est un métier à très haut stress et c'est un métier particulièrement stressant dans l'Algérie. Dans cette Algérie des années 90, c'était la mort. Dans l'Algérie d'Abdelaziz Bouteflika, c'est la mort douce. Je fais une transition directe avec le Octobre 88 qui nous a permis de vivre de grands moments d'espérance, de véritables moments d'espérance. On est passé du parti unique au multipartisme, du journal unique à la liberté de la presse et la possibilité de créer des médias, du syndicat unique au syndicalisme pluriel, de la liberté des associations. C'était un vrai moment, un grand moment dans notre histoire. Peut-être que certains s'en souviennent plus que d'autres. Cette grande espérance, qu'est-ce qu'il en est resté? Je parle avec en premier Saïd Jafar qui était à l'époque un contemporain actif de ces événements. Ce qu'il en est resté, à mon avis, c'est après 92, le pouvoir a démantelé pratiquement toutes les concessions qui ont été faites à la société après 88, qui étaient portées par les réformes. La constitution de février 88, la loi sur la monnaie et le crédit, le droit de créer des journaux sur simple déclaration qui va se transformer en autorisation préalable gérée par la police politique. Donc, tous les acquis d'octobre en fait, ont été pratiquement démantelés. On est dans les restes, dans des résidus de cette période-là. Voilà. Donc, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que le souffle d'octobre ne nous porte plus? Par exemple, aujourd'hui à Radio M, voilà, cette situation était impossible, il faut être objectif. Avant 88, on ne peut pas avoir une radio, même si elle est avec de petits moyens, etc., parler librement, parce qu'on essaie quand même d'être libre dans notre propos, de la situation, c'était pas possible. Donc, ne serait-ce que cet espace-là, on pourrait dire que c'est quelque part un résidu d'octobre. Oui, absolument. Amal? Moi, contrairement à ce qui se dit sur octobre 88, je pense que c'était le principal obstacle au redressement qui se faisait en Algérie. Quelle partie d'octobre? Le mouvement, c'est-à-dire. En fait, octobre, c'était deux moments. Il y avait un moment qui était vécu au sein de la société. Il y a eu des gens dans les rues, etc. Ça, c'était le mauvais moment. Et l'autre moment qui a été enclenché fin des années 86, c'était le souffle de réforme qui était porté par l'équipe Hamrouche. Non, il va falloir faire une petite correction historique. Il n'y avait aucun souffle de réforme avant 88 dans la société. J'ai discuté très sérieusement avec les acteurs des réformes. Il y avait cette volonté d'aller vers des réformes avant même 86. Et la crise de 86 a donné la chance au sein des institutions de l'État à ce courant réformiste de mettre en œuvre ces réflexions. Et c'était ça ce qu'il y avait d'intéressant à l'époque. Alors je repose ma question. Qu'est-ce qui est resté des deux moments? Qu'est-ce qui est resté de ces deux moments? Justement, cet élan de réforme porté par des hommes au sein des institutions a été bloqué par les services, par les mouvements de rue. On a créé des situations de pénurie, on a chauffé la rue, et pour justifier
justifier justement l'arrêt de ces réformes. Il y a eu une intelligence au sein des institutions qui a fait qu'on a pu échapper, continuer ces réformes jusqu'aux années 90, 91, 92. Et après, les services, encore une fois, ont encouragé le fils pour casser définitivement cet élan de réforme, ce qui a été achevé par Ouyahia, qui a mis tous les cadres qui exécutaient ces réformes en prison. Et donc, c'était peut-être juste pour rétablir la chronologie. Il y a eu les événements d'octobre. Et les réformes sont venues après. Pas avant. Mais les réflexions étaient engagées avant. Avant, on était dans des démarches de l'autonomie des entreprises. C'était pas rien. C'était pas quelque chose d'essentiel. Ce qui est venu après, c'est qu'on a eu une constitution démocratique qui a ouvert l'espace à l'organisation de la société, libéré les partis, libéré la presse. Et là, c'est là que les réformes sont venues. Donc, on peut pas dire... Le café presse politique, le lieu où on peut faire les plus beaux révisionnismes séance. Je regrette infiniment. Rien qu'hier, j'ai discuté avec un des acteurs principaux de cette Abdelrahman réforme. Hadj Nasser n'est pas un acteur d'Octobre 88. Octobre 88 a été déclenché Je dis par... très bien que les cahiers des réformes précédaient le mouvement de 80. Ça veut dire que les réflexions sur les réformes préexistaient. Mais les réflexions existaient partout. Voilà. Un premier mot. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas me faire passer pour quelqu'un qui ne... C'est du révisionnisme, je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas du révisionnisme. Non, c'est la théorie du complot. Voilà. C'est la théorie du complot. C'est la théorie du complot qui veut dire que les peuples, les populations n'ont aucun pouvoir, n'ont aucune volonté. Il n'y a que les services qui manipulent. Les gens n'ont aucune volonté, il n'y a aucune détermination, il n'y a rien. C'est-à-dire, on est manipulés, nous sommes des marionnettes, et ça continue. Donc, qu'est-ce que c'est le problème avec la théorie du complot? C'est qu'on arrête de réfléchir, à comment... Je t'ai écouté. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est les services. Si tu as dit, ce sont les services qui ont mis les gens dans la rue, qui ont mis le fils, qui ont tout fait, qui ont tout. Exactement. Oui, donc c'est la théorie du complot. Attendez. Juste, on rétablit un peu de factuel. Oui, 19 octobre 88, 3 ans de contre-choc pétrolier comme jamais il y en a eu. Passage du taux de chômage de 8% à 22% en l'espace de 2 ans. Explosion de l'inflation, explosion des pénuries. L'été 88, on parle partout de risque d'émeute parce que les gens ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Les contemporains peuvent le raconter, c'est du factuel. On l'a vécu. On l'a vécu. On était là-bas. Il n'y avait rien à jeter. Il n'y avait pas à jeter de l'huile sur le feu. Il y a eu une situation pré-insurrectionnelle qui était faite par la crise économique très très aiguë, vous ne pouvez pas l'imaginer parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on est quand même dans une situation bien plus confortable et il y a eu une répétition générale. Il y a eu le printemps 86 à Stef et à Constantine où il y a eu des premières émeutes face à la chute du prix du pétrole, etc. et à la dégradation de la situation sociale qui a été réprimée dans le sang et tout le monde sait que c'est la répétition. Il y a eu un mouvement de la société, un premier mouvement qui n'a pas pris à l'échelle du pays. En 88, ça a pris à l'échelle du pays. Après, qu'il y a eu des stratégies qui sont venues se greffer là-dessus, etc. Et en règle générale, c'est la première fois que j'entends que c'est une stratégie des antilibéraux ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, et ce que j'ai aussi, je le partage, c'est plutôt les libéraux qui ont poussé à la rue pour que les réformes passent. C'est ce qui se dit, en général, c'est ce qui se dit, mais c'est aussi de la théorie du complot. Mais ça, c'est pour rétablir un petit peu les faits, parce que je suis désolé d'abuser de mon rôle de présentateur, mais on ne peut pas dire... tu es voilà, du factuel, on ne peut pas le tordre comme ça et retourner les... Ça, c'est de l'histoire, et chacun en fait sa lecture. Moi, je pense, parce que les cahiers des réformes, les réflexions les plus sérieuses qui étaient élaborées à l'époque préexistaient. Oui, mais attends, au sein du système, il y a une partie qui a vu un danger dans cette situation, d'autant plus qu'à l'époque, en 88, il y avait quand même une configuration de la société algérienne qui permettait l'aboutissement de ces réformes. Il y avait une élite
qui avait un savoir-faire extraordinaire. Oui, mais il y avait une société structurée. Sans octobre 88, il n'y avait aucune chance que des réformes soient mises en application. Sans octobre 88, il n'y avait aucune chance. On a très bien vu que c'est à cause de octobre 88 qui a été récupéré par les islamistes que les réformes ont été bloquées. Mais non. C'est vraiment une lecture complotiste. Ce que en train, c'est vraiment l'expression même du complot. En réalité, il y avait de raisons suffisantes pour que les jeunes des classes populaires sortent dans la rue. Il n'y a aucune raison. Pénurie, dégoût, l'arrogance des nouveaux riches. Hagara. Tu sais, à l'époque, moi j'ai été moi-même, tu te fais arrêter. Tu te fais arrêter par les policiers sans que tu n'aies rien fait. On t'emmène au central. Tu vas passer la nuit jusqu'à 2h du matin. Après, ils te disent, bon, allez, dégage, mais dis out. Alors tu n'as rien fait. Tu imagines l'état d'oppression dans laquelle vivaient les jeunes. Donc, les raisons de s'insurger, de sortir dans la rue étaient suffisantes. Il faut dire aussi une chose, c'est que c'était des adolescents qui sont sortis. Ils n'étaient pas porteurs d'un projet politique. Ils étaient porteurs d'une colère. Et il exprimait une colère, un rejet, un dégoût. Et il n'y avait pas, bien sûr, après coup, on va dire, au pouvoir, un clan à diriger la... Ça devient risible à l'échelle de l'histoire parce que c'est un mouvement qui a ouvert. J'ai écrit un papier qui sort demain. Ce sont des jeunes des classes populaires qui ont fait bousculer les lignes et qui ont permis à ces élites dont tu parles d'émerger, de sortir du trou et de se mettre à exister et d'espérer. Ça s'est arrêté en 92, c'est une autre histoire. Mais pas après 92. Et on va l'aborder, cette histoire. Ouais. On va l'aborder, cette histoire de 92. Alors, je suis obligé d'aller vite, de faire le saut de 30 ans. Je viens d'évoquer la séquence d'octobre 88, donc contre-choc pétrolier, crise. Nous sommes dans une situation de contre-choc, on fait des déficits. Bon, on avait beaucoup d'épargne, on a mis de l'argent de côté, des réserves de change en dollars. Il y avait le FRR aussi qui permettait d'avoir un bas de laine en dinars. Le bas de laine en dinars est terminé, les réserves de change sont en train de fondre, on est inquiet, on a peur. Le gouvernement a repoussé les mesures sociales les plus difficiles à plus tard parce qu'il y a cette échéance électorale du printemps prochain. Mais on sent tous qu'on avance de plus en plus, on se rapproche d'une situation de plus en plus tendue. Messieurs, madame, est-ce qu'il y a, parce que d'habitude c'est que messieurs dans le CPP, est-ce qu'il y a selon vous un risque d'une explosion populaire qui ressemblerait de près ou de loin à un octobre 88 d'Ekhadeliti ? Est-ce que vous le ressentez dans la société ? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis pas. Je vais dire que objectivement, vous ne le ressentez pas. Les résidents, tous les mouvements qu'il y a pu y avoir durant l'année sociale précédente, vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui peut accoucher d'une explosion plus forte ? Parce qu'il y a... Pourquoi alors, non, il y a de la tension, etc. Mais je ne sais pas s'il va y avoir les explosions, j'ai l'impression qu'elles sont à chaque année et surtout à chaque fois qu'il y a une élection qui approche. C'est quelque chose qu'on redoute et qu'on annonce, etc. Mais ça ne se passe pas. Je pense qu'il y a eu la guerre civile des années 90 et je pense que ça a mis... comment dire ? Ça a été quelque chose qui a sérieusement marqué le pays, les gens, etc. Et je pense que c'est sur un plan générationnel, ça reste valable jusqu'à 2018 ? Je sais pas. Peut-être que j'ai tort, mais je pense... C'est une question, je demande à les jeunes de 20 ans. Par exemple, quand on revient... c'est intéressant. Bon, ce qui s'est passé en 88... a été annihilé justement toute la presse, les libertés, le pluralisme, la démocratie a été complètement démolie pendant toute la décennie des années 90. Moi, je pense qu'il ne reste rien. Bon, la liberté de la presse aujourd'hui, etc. Je pense même pas que c'est du résiduel. J'ai l'impression que c'est autre chose qui est venu... Après, pour moi, la décennie 90 a démoli ce pays et c'est autre chose qui est arrivé après. Hein. Ça, c'est ma lecture personnelle. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que ce qui est arrivé dans les années 90, pour moi, était quelque chose d'unique à l'Algérie. C'est-à-dire la rupture 88
qui a débouché sur les années 90 était vraiment quelque chose de très spécifique à notre pays, très spécifique à notre histoire, à la violence qu'on a vécue avec la colonisation, avec la décolonisation, etc. Et là, je vois que c'est quelque chose qui est en train de se reproduire dans d'autres pays. L'Égypte, la Syrie, la Libye, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est intéressant pour moi de voir qu'on a vécu ça beaucoup bien avant tout le monde. Et que c'est peut-être intéressant de voir ça avec cette distance-là. Et les mouvements populaires dans le monde arabe n'ont pas tiré réellement de l'expérience, les conclusions de l'expérience algérienne. En fait, ce qui s'est passé entre 88 et 92, c'est que effectivement, les lignes ont bougé avec l'intrusion des classes populaires dans le jeu. C'est-à-dire, tout était gelé. C'est les jeunes des quartiers populaires qui ont bousculé les lignes. Ce qui est arrivé avec 92, c'est que les élites à qui les classes populaires ont permis d'émerger se sont mis à être défiantes à l'égard des classes populaires. C'est devenu on peut dire pourquoi quand même ça aide. Non, on peut dire, bien sûr. Parce qu'une grande partie des classes populaires s'est mise à voter fils. Ils ont voté fils, oui. Là, de manière légale. On va compliquer. Ils ont voté fils, ils se font embarquer dans des camps. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de tout remettre. Non, c'est pas vous justifier. Si on remet tout. Mais je veux aller juste au fin fond de la chose, c'est que ces élites-là ont pu exister grâce aux classes populaires, mais après 92, ils se sont attaqués au principe démocratique lui-même, c'est-à-dire à l'idée que la société fait le gouvernement, désigne le Parlement, élit les responsables. Tu te souviens, on a eu des discours dont on ne va pas jouer le pays à la roulette russe avec 7 millions d'analphabètes, avec des termes encore plus lourds. Le peuple qui vote mal. Le peuple qui vote mal, etc. Et donc, le principe démocratique a été atteint de manière lourde. Et pour les classes populaires, ça s'est traduit par des conséquences physiques, c'est-à-dire des gens arrêtés, déplacés dans des camps. Après, on a appliqué dans le cadre de celle-là le FMI, les recettes. Tout ça, ça laisse des traces. Et d'ailleurs, tout le système qui s'est organisé après, le Conseil de la Nation, etc., c'est pour neutraliser l'hypothèse que les Algériens voteront une autre fois mal. Et en fait, on neutralise le vote de manière radicale. C'est cette situation qui fait qu'aujourd'hui, les classes populaires ne sont pas prêtes à jouer au jeu. C'est-à-dire, on peut être des démocrates et leur expliquer que c'est foutu, etc., qu'il faut bouger, etc. Mais ces classes populaires sont méfiantes. Elles sont méfiantes, y compris à l'égard des islamistes. Il ne faut pas être simpliste. Elles sont méfiantes à l'égard de toute la classe populaire. On va l'évoquer. Voilà. Amal. Pour ce qui est des explosions, moi je pense qu'il y en a suffisamment depuis les années 2000. Il y en a toujours eu par centaines dans toutes les régions du pays, sauf qu'il n'y a pas eu de synergie entre tous ces mouvements. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de corporatisme qui a émergé, il y a une forme de méfiance, etc. Et puis il y a une incapacité des élites politiques et syndicales à encadrer tous ces mouvements. Et moi, je pense que dans toutes ces gesticulations, le plus important, c'est les questions de fond. Est-ce que les Algériens veulent vraiment du changement ? Moi, je pense que non. D'abord parce que une bonne partie de la société algérienne est corrompue par le système actuel à travers les transferts sociaux qu'il effectue. Je ne suis pas d'accord avec le mot corrompu, mais bon. Tu peux utiliser une autre expression. Je préfère le mot corrompu. Et il y a une incapacité des élites, toutes les élites, à encadrer, à produire du sens. Moi, je ne vois pas grand-chose sortir des universités algérienne, je ne vois pas grand-chose sortir de la classe politique algérienne, je ne vois pas grand-chose sortir de l'élite économique algérienne. Dans une situation pareille, moi je pense que c'est carrément l'avenir du pays qui est en jeu, c'est l'intégrité territoriale du pays qui est en jeu. Ça ne sert
sert à rien qu'il y ait mouvement demain. Mais pour faire quoi? Le mouvement de 88, moi je continue à croire que c'est un petit chahut de gamins, comme on disait à l'époque. Ça n'a produit absolument aucun sens. Alors, Le seul mouvement fondateur au sens sociologique du terme qui a donné naissance à des élites dans l'Algérie indépendante, c'est incontestablement avril 80. Malheureusement, ce mouvement a été dévié par des élites communautaristes qui ont injecté de l'identitarisme dedans. Mais on parle pas de naissance d'élite là, on parle de démocratie, hein, on parle de deux choses différentes. Oui. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate, sans élite démocratique. Alors là aussi, le factuel risque de télescoper un petit peu tes idées. Je suis désolé, cher ami. Mais octobre 88, il faut peut-être le rappeler un petit peu, ce n'est pas que de l'émeute. C'est l'émeute le mercredi 5, le jeudi 6, à partir du vendredi 7, c'est un mouvement qui devient de plus en plus un mouvement organisé, notamment à Alger, avec la grande marche du fils, avec à sa tête Ali Belhadj et Abbassi Madani, qui va négocier à la présidence, avec Sahnoun également, qui va négocier à la présidence. Et de ce que nous savons, nous, en tant que journalistes d'investigation qui avons travaillé sur la période, etc., c'est que les promesses d'ouverture de réformes économiques ont commencé à ce moment-là, et on savait déjà au début de cette négociation que si jamais il y avait avoir multipartisme, les islamistes radicaux qui occupaient la rue à Alger allaient avoir leur place. Donc les gens qui disent qu'il n'aurait pas fallu légaliser le fils, etc., ils ne tiennent pas compte du rapport de force réel qu'il y avait dans le terrain. Donc ma question c'est, parce que le lundi suivant, le lundi 10 aussi, la fusillade de Bab Louad, c'est les islamistes, c'est une marche d'Ali Belhadj. Donc on ne peut pas parler comme tu parles de ce mouvement-là, comme s'il était écervelé, qui marchait. Maintenant, si tu ne considères pas comme étant des élites politiques, les islamistes qui ont encadré la rue à Alger, il y a un problème, c'est-à-dire il y a un effet d'éviction qui ne marche pas en politique. Après, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce souvenir de cette capacité des islamistes radicaux à récupérer la rue quand elle bouge, quand les classes populaires se mettent en mouvement, est-ce que vous pensez que c'est aussi un frein à ajouter chez les élites dans la défiance qu'elles ont vis-à-vis des mouvements populaires, comme celle que a notre ami Ammar Ingrachin, mais pour des raisons, on va dire, différentes. Est-ce que vous pensez, pour être précis dans ma question, que si demain ça bouge à nouveau, les islamistes radicaux ont encore les moyens de se mettre à la tête du mouvement et de le récupérer pour vous faire plaisir? À mon avis, potentiellement, oui. Le problème, est-ce que ça ajoute un élément supplémentaire de répulsion des élites? Elles l'ont déjà, c'est-à-dire ils considèrent que les classes populaires sont trop bigotes, sont trop religieux, déjà actuellement, c'est-à-dire et la défiance, elle est même préalable au mouvement. Alors s'il y a mouvement, ils vont tout de suite dire où sont les chars. Hein. Je le pense comme ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et parce que ils ont perdu le contact, c'est-à-dire, je le rappelle quand même qu'avant 88, les militants de gauche, ceux du PAX, etc., avaient le contact avec leur population. Ils faisaient l'effort Aujourd'hui, c'est une rupture. C'est une rupture totale. Est-ce que le Hirak, par exemple, Laourgla, c'est toi qui l'as évoqué en début d'émission, quand il a choisi d'empêcher Khadr Japonais de faire un concert cet été, considérant que ce n'est pas une priorité dans les dépenses, est-ce que, quelque part, il n'introduit pas à nouveau cette défiance? Si demain la route bouge, on a déjà les islamistes qui sont à la tête. Encore faut-il ramener l'information à sa juste. À Ouargla, les gens sont venus empêcher le concert, non pas parce qu'ils étaient religieux, ils ont empêché le concert parce qu'ils considèrent que c'est absurde. Et il y a eu un moment où la prière, ils ont fait la prière. Ce n'était pas un mouvement d'islamistes, c'est mélangé. Ils sont faits comme ça. Ça commence souvent comme ça. Ils sont faits comme ça. Aujourd'hui, dans le sud, écoute, moi j'ai fait mon service militaire à Béchar. Les gens, quand l'heure de la prière arrive, s'arrêtent, ils font la prière. C'était bien avant les islamistes. J'ai fait mon service en 92. Donc, il y a un problème que les élites ont aujourd'hui, c'est que effectivement, cette société a gagné en religiosité un peu plus,
Et il faut traiter avec, il faut aller à cette société, travailler. Sinon, si on reste dans l'appréhension et la peur, parce que... D'ailleurs, la capacité des islamistes à se mettre à la tête d'un mouvement populaire. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas été à Ouargla. Moi, je suis journaliste et il faut que j'aille à Ouargla et que je fasse un reportage d'investigation pour savoir ce qui s'est passé. Mais je pense effectivement que c'était un travail d'islamiste qui s'est passé. Je ne pense pas que ce soit juste une coïncidence, c'est clair. J'ai vu les vidéos, c'était, je veux dire, il y a un geste symbolique très fort et tout, et j'ai rien contre ça. Les islamistes, c'est une force politique qui doit s'exprimer de manière pacifique. C'est ça, qui doit s'exprimer politiquement de manière pacifique, c'est ça. Moi, le problème aujourd'hui, quand tu poses la question de savoir est-ce que si ça s'ouvre ou si ça bouge en Algérie, est-ce que les islamistes ne vont pas être là comme en octobre 88 ? Pour moi, c'est clair que oui. La question, c'est encore la même chose, c'est qui va être en face d'eux, c'est-à-dire en face comme force politique organisée La réponse c'est oui. La réponse c'est oui, les islamistes. Alors je pense que pour la transition. Je veux terminer, je veux continuer parce que j'ai pas mon problème moi, c'est que il n'y a pas que les islamistes, c'est qu'il y a je vois les pays qui sont autour de nous, je vois l'Égypte avec Sisi. C'est les élites militarisées, les régimes sanguinaires, c'est pas des islamistes, c'est eux qui répriment de manière... Ou alors les islamistes comme Erdogan qui sont eux... Donc j'espère que s'il y a quelque chose qui bouge en Algérie, j'espère que ça sera un peu plus... qu'on regardera vers la Tunisie, peut-être, je ne sais pas. D'où l'intérêt d'une négociation. C'est-à-dire le problème voilà. Effectivement, c'est-à-dire il faut tirer les leçons du malheur que nous avons eu et négocier à ce moment, négocier un vrai basculement, une transition où les islamistes doivent être partie prenante dans la négociation. Les mettre de côté fait qu'on a toujours une situation où je précise juste pour nos amis auditeurs et surtout ceux qui peut-être ne connaissent pas très bien l'Algérie et qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux. Quand on parle des islamistes, on parle des islamistes plutôt radicaux parce que les islamistes modérés ont été dans le gouvernement, ils ont soutenu les années 90, Hamas. Et les années Bouteflika. C'est une frange. Le fils, oui, voilà. On parle des salafistes, on parle du courant le plus radical. Justement, j'allais parler, quand on parle d'islamiste, un islamiste de la classe moyenne et un islamiste plutôt bourgeois et un islamiste ouvrier, c'est pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes réactions face à des phénomènes sociaux, etc. Donc, à mon avis, la problématique doit être abordée du point de vue des intérêts, des logiques structurantes. Et de ce point de vue, je pense que ce qui s'est passé à Ouargla, l'islamisme n'était qu'un vernis dans cette histoire. On parle d'éventuels mouvements qui seraient récupérés par les islamistes. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de mouvement parce que les conditions sont réunies. Et si jamais il y a quelques petites gesticulations dans la société, ce ne seront pas les islamistes, ce ne seront pas les chômeurs qui cherchent du travail, c'est des gesticulations qui font pression pour... C'est des gesticulations parce qu'est-ce qu'il faut faire ? Elles ne sont pas exprimées dans le cadre d'une vision globale. Donc, le système peut faire des concessions à ces gens-là, mais ça ne changera rien aux logiques structurantes du système. On restera dans la même configuration et ça ne nous intéresse pas. Alors, on a voté, donc les islamistes ont fini avec cette première partie. Je devrais juste ajouter quand même qu'en 88, ce qui va devenir le fils a quand même récupéré le mouvement parce qu'il avait la base des mosquées qu'il tenait les mosquées salafistes, quelque chose qui a disparu depuis, on peut le dire comme ça, et qui rend très difficile, dans le cadre de la répression d'expression politique en général, une récupération de la même façon, avec la même facilité. C'est quelque chose qui a beaucoup changé. Ne partez pas trop loin, nous nous retrouvons dans 3 minutes. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous.
réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, le CPP est de retour pour une deuxième partie qui promet d'être tout aussi chaude que la première. Mais on est obligé quand même de dire un mot avant d'aborder le sujet principal de cette deuxième partie sur le mélodrame qui se joue à l'Assemblée nationale entre Ali Bouhadja, le président, son secrétaire général qui l'a viré, et la majorité des parlementaires qui s'est liguée contre le président de l'Assemblée nationale, M. Ali Bouhadja Falan, qui a, dans un mouvement de volte-face, annoncé qu'il allait démissionner, puis a appris qu'il avait le soutien de la présidence. Il y a M. Ziari qui lui a fait parvenir le message de soutien du président de la République, et donc qui a décidé de ne plus bouger de son poste. Et donc on est dans une sorte d'impasse institutionnelle qui laisse entendre qu'on pourrait en arriver jusqu'à la dissolution. C'est pas si risible que cela. Bon, je pose une seule question et on va aborder cette deuxième partie. Est-ce que vous pensez, messieurs, madame, que cette crise peut en arriver jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, comme le laissent entendre certains de ses protagonistes? Je souhaite une dissolution. Oui, ça signifie... Dissolvant. Hier, j'ai écrit un article. Ça, c'est un complot contre Salim Arzali. J'ai écrit un article sur ça. J'ai discuté avec un cadre du FLN qui m'a dit qu'apparemment, il y a une volonté de dissoudre l'APN pour des raisons qui ne sont pas claires pour lui au moment où il me parlait. Mais moi, je pense que cette histoire de crise, Saïd Bouhadja qui résiste, c'est pas très sérieux, parce que je connais Saïd Bouhadja, je me rappelle, je partais chez lui pour discuter, voir de littérature. Non, pour savoir un peu ce qui se passait au FLN, pour écrire éventuellement un article. C'est pas du tout quelqu'un qui a un sens de discernement, ni une intelligence particulière. Ni une résistance particulière. Ni une résistance. Si on lui dit on devient une monarchie, il dira oui. Hein. qu'il dit du n'importe quoi, il dit كتب وخلي راي العام. Donc un type comme ça, je ne pense pas raisonnablement qu'il puisse résister à une Assemblée nationale. C'est pas sérieux. On lui a dit de résister. On a provoqué une crise, soit pour détourner l'opinion, soit parce de quoi on a besoin des réaménagements qui sont en train de se faire au sein du système, parce qu'il ne faut pas quand même qu'on perde de vue le fait que des hommes, des pontes du système qui étaient inamovibles jusque-là ont sauté. Donc On ne nous détourne pas, on les voit. Pourquoi ils détourneraient sur ça? Puisqu'ils sont dégommés, etc. Ça, c'est le symptôme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se faire, de sérieux pour eux, pas forcément pour nous, au sein du système. Ou peut-être, moi je soutiens cette option, qu'il y a volonté, effectivement, de dissoudre l'APN, et Saïd Bouhadja dans cette équation... Pourquoi faire dissoudre l'APN? Pourquoi faire pour nos amis auditeurs, cette thèse de dissoudre l'Assemblée nationale qui a été évoquée par certains chefs de parti, notamment Amara Ben Younes, ça ne donnera pas naissance sur le plan institutionnel et constitutionnel à une prolongation du 4e mandat, comme certains l'ont suggéré. Il n'y a aucun lien entre la vacance du pouvoir législatif et les élections présidentielles, qu'on s'entende bien. Ça donnera par contre une échéance électorale supplémentaire avant l'élection présidentielle. Un vaudeville qui a mal tourné ou une crise institutionnelle mal maîtrisée? Alors, écoute, puisqu'on en est là, c'est tellement folklorique, il faut donner quand même une information que nous avons. Et ce serait le secrétaire général de l'APN qui a été viré par M. Bouhadja à cause d'une histoire de frais de mission. Donc là, on est dans un terrain plus ou moins connu. Hein, c'est très... des histoires de frais de mission. Ça aurait provoqué, le fait qu'il ait viré ce secrétaire général aurait provoqué des réactions...
Mais ça n'explique pas pourquoi on en arrive jusque-là, parce que les frais de mission dans ce pays, ils en distribuent. Ah, voilà. Donc on en arrive à quelle conclusion ? Que les gens m'excusent, mais on est dans un cirque le grotesque. C'est-à-dire, on est dans le grotesque le plus absolu. C'est-à-dire, nous amener à essayer de décrypter cette histoire de Bouhadja et des députés, c'est quand même, ces gens-là se moquent des Algériens. C'est peut-être là qu'il faut devenir grave. C'est pas sérieux, c'est honteux ce qu'ils sont en train de faire. C'est scandaleux. Ces gens-là ont voté des lois iniques et, soi-disant, aujourd'hui, c'est des histoires de frais de mission qui les auraient fait frémir. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est provoqué. Parce que s'il y avait vraiment un problème, il suffit qu'on appelle de la présidence arrêtez, tout s'arrête. Oui, et ça ne s'arrête pas. Et ça ne s'arrête pas. Bien. Donc, Bien. il y a un vrai problème. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour voir si voilà, ça permet d'animer un peu les choses. Voilà, on reviendra sur cette question probablement dans le courant au prochain Café Presse politique. Donc passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Alors justement, est-ce qu'elles sont sérieuses ? C'est la première question que j'avais envie de vous poser. Tu m'as précédé, Saïd. Le président Trump, le Congrès américain a voté une loi en août 2017 qui se donne la possibilité de punir tout État qui achète de l'armement des pays adversaires des États-Unis. Ça s'appelle comment là, exactement en anglais, l'acte Alors, ça s'appelle CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Voilà. Et au terme de cet acte-là, qui est entré en vigueur, j'imagine, en 2018, ça a été voté en 2017. Et toi, ça te fait très peur parce que tu as vu la semaine dernière l'ambassade. D'abord parce qu'il a été utilisé une première fois contre la Chine. Il y a 15 jours, oui, donc voilà, c'est devenu sérieux. C'est ça. C'est là où ça devient sérieux. Ça a été utilisé contre la Chine. Le département de développement des équipements chinois a été sanctionné, n'a plus le droit de demander des licences d'exportation vers le marché américain parce que la Chine a acheté de l'armement après l'entrée en vigueur de cet acte, de l'armement russe. Et donc on est dans une aggravation du conflit commercial qu'il y a entre les États-Unis et la Chine. Et dans la foulée, nos confrères de TSA ont posé la question à l'ambassade des États-Unis en Algérie, est-ce que l'Algérie, qui est le premier client d'armement russe en Afrique, ne risque pas de s'exposer aux mêmes sanctions que la Chine ? Et la réponse a été qu'effectivement, l'Algérie peut s'exposer à ces sanctions-là et qu'on lui a fait savoir et qu'il y a des négociations qui sont en cours. Les États-Unis font pression sur l'Algérie, notamment pour que l'Algérie n'achète pas 15 MiG-29 de deuxième génération, M2 de troisième génération, parce que MiG-29 date de quelques années quand même. Et donc, on est dans une situation où peut-être que l'Algérie va être sanctionnée. Alors ma première question, est-ce qu'il faut prendre au sérieux, c'était ça, passons aux choses sérieuses, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce que dit l'ambassade d'Algérie, des États-Unis à Alger ? À mon avis, oui. D'abord, moi, je pense que c'est pas Trump. Pour une fois, c'est pas lui. En fait, CAATSA, c'est une loi qui a été passée par le Congrès l'année dernière. Et il y a un premier volet, c'est l'Iran. Et ça, c'est Trump. Et un deuxième volet, c'est la Russie. Et ça, c'est pas Trump. C'est pas lui personnellement, parce que lui, il aurait préféré comme les Russes couvrent des malversations immobilières, il a des problèmes que les Russes certainement le protègent de ce côté-là. Il a fait durer pendant longtemps, enfin pendant 1 an, le fait que ce ne soit pas appliqué. Et il y a eu de la pression interne aux États-Unis pour que ce soit appliqué. Mais c'est quand même les républicains, c'est une frange de républicains et de démocrates. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ça aussi au sérieux. C'est une stratégie, c'est une stratégie de bullying, c'est à l'américaine. En fait, c'est des négociations qu'ils font avec tous les pays qui sont en ce moment en train d'acheter des équipements ou en train de considérer, de réfléchir à acheter des armements, et donc y compris leurs alliés les plus proches, parmi lesquels des pays du Golfe, la Turquie, l'Inde. Des membres de l'OTAN qui achètent de l'armement chez la Russie. Absolument. Donc c'est vraiment c'est à prendre au sérieux. Et ils font ça à l'américaine. Donc quand le représentant de l'ambassade américaine en Algérie dit à TSA nous sommes en négociation,
il ne dit pas exactement où on en est, etc. Mais bon, quand on regarde un peu la loi de près et quand on voit un peu les analyses qui sont faites à Washington, ils font à chaque fois ce qu'ils appellent waiver, c'est-à-dire, c'est vraiment waiver, c'est-à-dire tu peux demander d'être dispensé. Ouais. Et c'est vraiment, tu te mets en négociation, tu deviens le vassal, tu dis, si l'Algérie, smahli, je vais pas acheter je suis obligé, l'Algérie est obligée d'acheter les MiG, hein, parce que on peut pas aller acheter chez les Américains. Ils ne nous vendraient pas d'ailleurs. Non, parce qu'on a toujours acheté chez les Russes. Je veux dire, Les Américains ne vendraient pas. Et les Américains le savent. Et les Américains le savent très bien. Je veux dire, quand on a acheté chez les Russes pendant tout ce temps, on ne peut pas rechanger comme ça rapidement. Donc en fait, c'est une manière de dire, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres choses dans la négociation. Et donc l'Algérie n'est pas vraiment, elle est citée dans tous les pays qui sont en train d'acheter, mais elle n'est pas citée comme l'un des pays où il y a une forte pression, etc. Là où c'est en train de se corser apparemment, c'est avec l'Inde, avec la Turquie est en train de... Oui. Oui. Non, c'est rassurant, on n'est pas seul. Hein. Non, on n'est pas seul. C'est un côté rassurant. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est une stratégie planétaire qu'ils sont en train d'essayer de... Et ça peut faire mal à l'industrie militaire russe. Absolument. Ça fera mal. C'est exactement. C'est l'idée que les Américains... Ceux qui devraient être inquiets en premier, ce sont les Russes quand même. Hein. Voilà. C'est clair. C'est clair. C'est ce que les Américains veulent. Est-ce que les Algériens vont se coucher pour dire les choses brutalement? Je pense que les Algériens ne vont pas parce qu'ils ne peuvent pas de toutes les manières. Attendez. Amar Ingreshen, tu regardes comment tout cela? Puisque c'est pas Trump qui a décidé d'aller vers ça, je pense que ses adversaires veulent utiliser cette loi contre lui d'abord en interne, et puis il y a une guerre sérieuse entre les États-Unis, la Russie et la Chine, et je pense que la Russie est visée commercialement. Et la Chine, l'Inde, etc., qui sont en train d'émerger, sont visés politiquement, diplomatiquement. On veut les affaiblir. Les États-Unis sont en guerre latente avec ces pays. Mais dans toute cette configuration, l'Algérie, je ne pense pas qu'elle figure en bonne position. Nous sommes quoi devant la Chine, devant l'Inde et la Russie? Presque rien. Je le dis toujours, il y a un abus de langage quand on parle de l'Algérie à l'échelle internationale. C'est vraiment c'est pas la question. C'est-à-dire, ici, c'est pas des Algériens qui se prennent pour une doula azima. Non, la question, tu as une politique états-unienne qui s'applique à l'ensemble du monde, et l'Algérie est concernée dans ça, c'est tout. Ce n'est pas la vraie question pour nous. Est-ce que l'Algérie va accepter? Normalement, on va réfléchir quels sont nos intérêts avec les États-Unis. Parce que, est-ce qu'ils sont importants? Les Américains n'achètent déjà plus de pétrole chez les Algériens, ils n'achètent plus de gaz. Oui. C'est-à-dire les liens économiques ne sont pas énormes. Quoi. Oui, donc, moi j'aurais voulu savoir, moi j'ai suivi par exemple le café des experts, et j'aurais voulu savoir un peu qu'est-ce qu'ils pourraient nous faire comme sanctions économiques, parce qu'ils sont parfaitement capables. C'est vraiment un moyen de négociation. Je sais que certains pays, je sais que certains pays, ce qu'ils vont faire, au lieu de laisser tomber leurs contrats d'armement qui sont en cours avec la Russie, ils vont faire des contrats avec les Américains qu'ils ne comptaient pas faire. Ça, je sais. Ils vont essayer de calmer en achetant des choses qu'ils n'avaient pas prévues. Donc ils n'ont pas besoin. C'est dérogation. Voilà, exactement. C'est dérogatoire. Exactement. Et c'est vraiment, et c'est terrible, quoi. C'est vraiment, c'est ça qui. C'est l'empire. C'est exactement ça. C'est l'empire. Et c'est dommage parce que dans le café des experts, j'ai eu l'impression que comme ils prenaient pas ça comme quelque chose, l'Algérie n'est pas centrale, etc. J'aurais moins voulu savoir qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser contre nous, quoi, comme sanctions. Qu'est-ce qu'on a comme relation? Est-ce que vous trouvez normal que depuis que c'est sorti, moi ça m'a un peu perturbé, affolé, parce que d'abord je trouve
suffocante cette idée qu'il y a un empire qui décide pour tout le monde dans le monde. Voilà, c'est déjà quelque chose de. Là, on a tous envie d'être. Mais qui est fortement contesté. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est un empire qui est obligé aujourd'hui de montrer du muscle, alors qu'avant, c'était le soft power. Hein. Bon, il tapait quand c'était nécessaire, mais globalement, dans la gestion des relations avec le monde, c'était du soft power. Alors, là, ils sortent les muscles, c'est parce qu'ils sont menacés. Question plus politique, tournée vers les préoccupations habituelles du café presse politique. Est-ce que c'est quand même pas une aubaine pour le régime de Bouteflika vis-à-vis de sa population, qui est en mal de rédemption et de relégitimation, etc., surtout pour faire passer ce fou projet de cinquième mandat, de dire, voilà, on est poursuivi par les États-Unis, nous allons résister, et puis on va le dire. Politiquement, ça peut être aussi intéressant que de mettre quelques généraux en prison. Est-ce que tu sens une vie dans ce régime? Est-ce que sentez-vous quelque chose? Politiquement. Non mais c'est une opportunité quand même. C'est une réponse. C'est qu'ils ne saisiront pas cette opportunité, ne la saisiront pas. C'est très gonflé l'Algérie. Ça ne représente pas grand-chose l'Algérie. Je ne sais pas. On prend au sérieux ce qui se dit. On a été peut-être, mais quasiment par accident. C'est un petit bureaucrate américain qui a mis le nom de l'Algérie dans la. Mais non. L'Algérie, premier client en armes de la Russie sur le continent africain. Ça représente en moyenne 7 milliards de dollars par an. C'est colossal. C'est exactement l'inverse de ce que tu es en train de dire. Donc c'est sérieux. Si on veut faire mal à la Russie, et si on prend une seule adresse en Afrique, c'est l'Algérie. Voilà, donc voilà, ma question c'était plutôt comment on deal avec ça. Nous au CPP, on est un peu choqués, et le gouvernement algérien ne réagit pas. Et donc il est en train de négocier dans le secret. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que la Russie, l'Algérie peut donner en contrepartie pour obtenir la dérogation. C'est ça. On a compris que d'autres pays peuvent acheter alors qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter américain, et vont acheter américain. L'Algérie ferait autre chose. Éventuellement, on ne sait pas encore à ce stade-là. Les Américains ne lui vendraient pas déjà. Voilà. Donc il faudrait qu'on cède sur autre chose. C'est sur quoi sur le Sahara occidental. Je ne sais pas sur quelle pression, mais on va suivre ça. On va suivre ça de très près. On va suivre ça de très près au Café Presse Politique dans les prochaines émissions. Amis auditeurs, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.